L'émission Comment dirais-je est fière de compter parmi ses partenaires le domaine La France. De la terre à la bouteille. Vous suivez Group Station Canada, le chemin de l'information. Bonsoir et bienvenue à une nouvelle émission de Comment dirais-je. Aujourd'hui, je suis très content et même honoré de l'invité qu'on a invité parce que lorsque j'étais jeune et je regardais un petit peu de quelle manière je voulais définir ma vie et bâtir mon chemin entrepreneurial, je ne voyais pas nécessairement de mentor et d'idole. Et en vieillissant et tout ça, ben, j'ai vu, et en faisant une plus grosse recherche, j'ai vu qu'il y avait des gens qui travaillent dans cette direction-là et que je ne connaissais tout simplement pas. Et quand j'ai pu connaître l'histoire de notre invité, j'ai vraiment été vraiment impressionné et d'avoir été avant-gardiste lorsqu'il a commencé. Il n'est pas très vieux non plus, là. Mais très content de l'avoir avec nous. Louis-Edgar Jean-François, bienvenue à Comment dirais-je. Merci Alexandre, bien content d'être ici. Merci beaucoup. Écoute, je pose la question à tous mes invités parce que, comment dirais-je, c'est une initiative de la pandémie. Donc, c'est la pandémie qui a fait en sorte que, bon, on s'est réinventé, c'est ça le terme, pour pouvoir lancer cette émission-là. Mais, dans l'exercice des fonctions, par rapport justement comme étant président, directeur général du groupe 3737, le fameux vendredi 13, vendredi 13 habituellement, pour nous c'est fictif, là, mais le fameux vendredi 13 mars 2020, tu regardes à la télé, M. Legault dit « Le Québec est en pause, tu es où, qu'est-ce que tu fais et comment tu le prends ?» Écoute, je me souviens, oui, je gère le groupe 3737, mais je donne également des cours, oui. Une charge de cours à des jeunes... Au HEC, c'est bien ça? Non, pas HEC, c'est au Collège Marie-Victorin. Au Collège Marie-Victorin. Des jeunes qui arrivaient de l'Inde. Donc, OK. ils étaient arrivés en Inde, je pense, de l'Inde, je pense, 3 semaines auparavant. OK. Donc, je te dirais, quand je l'ai appris, je donnais un cours. OK. Puis c'est là que on s'est dit, écoute, dans un premier temps, une fois l'annonce a été faite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a arrêté le cours. Mm-hmm. Et on s'est tous dirigés tranquillement, bien gentiment, dans nos domiciles respectifs. Oui. Puis arrivé à la maison, je me suis renseigné, je regardais un peu les nouvelles, puis j'ai vu un peu là, la conférence de presse de M. Legault. Puis c'est là que j'ai dit, bon, OK, il y a un arrêt des activités au Québec, mais surtout, il y a un arrêt de l'activité économique ou oui. un ralentissement de l'activité économique. Donc, tout de suite, moi, j'ai le réflexe de penser à nos entrepreneurs, donc les entrepreneurs qu'on accompagne. Mm-hmm. Puis, il y a plus beaucoup, comme on le sait, il y a des projets qui ont un élément, si on veut, proximité. Donc, le fait que ces projets-là, dans un premier temps, c'était pas considéré à l'époque comme des projets des services essentiels. Oui. Donc, comment que ces entrepreneurs-là allaient pivoter? Fait que c'est là qu'on s'est dit, écoute, il va falloir ajuster notre accompagnement. Mm-hmm. Il va falloir faire en sorte que ces entrepreneurs-là, dans le fond, les surveiller de très près, Mm-hmm. puis voir justement comment on peut les aider à passer à travers, dans le fond, ce ralentissement de l'activité économique. Donc, je te dirais que c'est le premier réflexe, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait pour nos entrepreneurs? OK. Et qu'est-ce qui a été mis en place actuellement? Parce que j'imagine que, d'autant plus avec ta position, tu te sens un peu comme un grand frère de toutes ces entreprises-là. Là. Et est-ce qu'il y a un moment où on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on savait on savait pas combien de temps la situation allait. Et on savait que, selon ce qui se passait dans d'autres pays, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui en souffraient et même allaient fermer. Donc, comment et à quelle vitesse tu as pu te mettre en action et dire, OK, il faut qu'on fasse quelque chose? Écoute, dès le lundi. OK. Lundi suivant. Donc, OK. c'est le vendredi 13. Oui. Donc, le 16. Lundi 16, exactement. Puis là, ce qu'on a fait, dans le fond, c'est qu'on a fait un premier appel avec nos entrepreneurs. Donc, on les a appelés de façon individuelle, dans un premier temps, pour voir un peu où ce qu'ils en sont, comment ils voyaient la situation, au niveau de leur projet, est-ce qu'ils avaient déjà pensé à des éléments là pour s'adapter, puis voir comment peut-être pivoter. Donc, donc vraiment, l'idée, c'est vraiment de tâter le pouls du côté des entrepreneurs, puis juger un peu du niveau de stress. Donc, ça, c'est le premier élément. Puis par la suite, ça a été de voir la semaine suivante, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est que c'est vraiment,
on a pris la semaine du 16 pour vraiment voir en l'équipe comment on va modifier notre accompagnement. Et dès le lundi suivant, donc le 23, là, on a vraiment adapté, si on veut, notre accompagnement. Puis on a vraiment focus sur l'aspect personnalisé de notre coaching. OK. Donc, pour savoir, c'est qu'on donne du coaching sous forme d'atelier, mais surtout, il y a un volet personnalisé, vraiment adapté à chacun des entrepreneurs qu'on accompagne. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que j'ai trouvé que une fois qu'il y a eu l'arrêt des activités ici au Québec, puis même au Canada, j'ai trouvé que les gouvernements étaient très proactifs, dans le sens de pouvoir mettre en place des mesures pour pouvoir justement aider et dans ce fond permettre aux individus puis aux entreprises de passer à travers la situation plus difficile. Malheureusement, ce qu'on s'est rendu compte très rapidement, donc les mesures ont été annoncées quand même rapidement. On s'est dit, écoute, il va y avoir des opportunités pour les entrepreneurs pour pouvoir passer à travers la crise, mais rapidement, on s'est rendu compte que plusieurs de nos entrepreneurs n'étaient pas couverts par ces différentes mesures. Ce qui est important de préciser, c'est que le groupe 3737, on est un organisme d'accompagnement entrepreneurial. Même, on est axé vraiment immigration, diversité, inclusion et communauté noire. Donc, nos entrepreneurs sont majoritairement issus de la diversité et de l'inclusion. On en a beaucoup aussi des communautés noires. Donc, pour des raisons X, je dis X, mais des raisons bien précises, malheureusement, il semblait que nos entrepreneurs tombaient entre deux chaises, ces mesures-là. Donc, très rapidement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu sensibiliser les gouvernements à dire qu'il va falloir ajuster, voir la possibilité d'ajuster, si on veut, les différentes mesures. Donc, on a soumis plusieurs lettres du côté fédéral et du côté provincial. Je dirais que la réponse a été excessivement rapide du côté fédéral. Donc, en moins de 24 heures, j'ai eu des retours des différentes instances gouvernementales, des différents ministères, pardon. Et dès la semaine suivante, on a commencé des échanges dans un premier temps téléphonique. Puis par la suite, ça a été un petit peu plus loin où on a mis en place un événement pour vraiment mettre face à face, mais peut-être pas face à face virtuellement, parce que c'est par Zoom, nos entrepreneurs avec des représentants gouvernementaux pour qu'ils puissent verbaliser exactement leurs enjeux. Puis, suite à cet événement-là, donc encore une fois, la proactivité du côté du gouvernement fédéral a été très forte. Donc, tout de suite, on a commencé des échanges pour voir, mais qu'est-ce que concrètement on peut mettre en place pour pouvoir aider ces entrepreneurs-là, pour être sûr qu'ils puissent passer à travers la situation un peu plus difficile. Donc, c'est ça. Donc, là, on a entamé le dialogue à raison de 1 à 2 fois par semaine. L'idée, c'était quoi? C'était vraiment de travailler ensemble pour pouvoir mettre en place une offre spécifique pour venir aider ces entrepreneurs-là. Donc, qui a été l'annonce en septembre. Exactement. Mais on va y revenir. Là, on doit reprendre la machine à remonter dans le temps. Et on s'en va au plus jeune âge de Louis Edgar, au moment qui... Est-ce que tu es un amoureux des chiffres? Comment ça a commencé pour que tu puisses prendre cette direction-là et ensuite prendre ce profil-là entrepreneur? On veut tout savoir. Ben écoute, je t'avoue que plus jeune, tu sais, bon, je suis d'origine haïtienne. Oui. L'origine haïtienne, c'est un peu comme la culture haïtienne. Ouais. Puis je dis la culture haïtienne, mais c'est pas mal. Beaucoup la culture immigrante. Exact. La culture immigrante, je pense qu'il y a certaines professions qui sont très prises. Ah ouais, mais il y a 5. Ah, il y en a 5. Bon, Ouais, non, plusieurs, il y en a plusieurs, mais tu dois être avocat, c'est ça, avocat. comptable, médecin. Pas comptable. Comptable n'était pas dedans. Mon père, il m'a envoyé dans la comptabilité. Il m'a dit aussi, oui, peut-être c'est lui qui a fait un petit parallèle ou quoi que ce soit, mais il avait compté la comptabilité là-dedans. Médecin. Ingénieur. Ouais. Au niveau des hommes, ça ressemble à ça. Oui, exactement. Ouais, bon, exactement. Voilà. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, ce qui arrive, c'est bon, à cause plus jeune, j'avais des notes décentes à l'école. Ma mère me mettait toujours en tête qu'il faut que tu te diriges vers la médecine. OK. Fait que, écoute, moi, je t'avoue que, tu sais, j'écoute ma mère. Quand ma mère me dit quelque chose, je le fasse. Mais j'avais pas vraiment regardé tu vois, mais qu'est-ce que j'aimais faire. Qu'est-ce que j'aimais faire. Avant de regarder les options, c'est de voir qu'est-ce que j'aimais faire. J'ai vraiment été dans... Tu sais, j'ai suivi
une direction qui m'a été donnée, sans nécessairement voir est-ce que c'est cette direction-là qui m'intéressait le plus. Fait que, ben écoute, j'ai fait des études au cégep, justement en sciences. À l'époque, ça s'appelait les sciences passe-partout. Je pense qu'aujourd'hui, ça s'appelle les sciences de la nature, ou quelque chose comme ça. Puis écoute, donc, j'ai terminé le cégep, j'ai été au collège Annecy. J'ai fait des demandes pour entrer à l'école de médecine ici à Montréal. Malheureusement, je n'ai pas été accepté. Quoique j'avais des notes décentes, mais je n'avais pas des notes suffisantes pour pouvoir entrer à l'école de médecine ici. Donc, ce que on m'a suggéré de faire, c'est de regarder la possibilité de poursuivre de potentielles études de médecine en Haïti. OK. Fait que ben, je me suis dit, bon, encore une fois, moi, j'étais dans la direction qu'on m'a donnée, j'ai pas regardé qu'est-ce qui m'intéresse. Alors, on ne s'est pas posé de questions. Fait que j'ai été, OK, tu sais quoi, je vais faire les examens. J'ai été faire les examens en Haïti, puis je les ai réussis. Fait que là, bon, là, je les ai réussis. Là, la décision, c'est de savoir est-ce que ça me tente de passer les 6 prochaines années en Haïti. Moi, je trouvais que l'expérience pouvait être intéressante, de voir vraiment la vie là-bas, comment que c'était. Puis écoute, honnêtement, ça a été vraiment une belle expérience. Par contre, quand on est arrivé à la session, donc j'ai commencé les études de médecine, donc j'ai commencé un premier 2 ans. Okay. La 4e session, justement, c'était la session où on allait commencer à disséquer les morts. Okay. Puis, je me souviens, le recteur puis les professeurs de médecine voulaient tester les étudiants. Donc, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient entassé des morts dans une grande cabane. Okay. Ils ont demandé aux étudiants d'aller un par un à l'intérieur de la cabane pour voir comment les étudiants allaient réagir. Puis, je pense que je serais parti en sprintant. Fait qu'écoute, je suis rentré, puis écoute, je t'avoue que je suis rentré à l'intérieur des nausées, le cœur. Puis c'est vraiment là que je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Puis c'est drôle parce que sur le moment, j'aurais dû m'en douter parce que je me souviens quand plus jeune, quand je faisais des prises de sang ou que on devait faire des tests, j'avais toujours un inconfort, mais je ne m'étais jamais posé la question pourquoi j'avais un inconfort, tu sais. Fait que quand j'étais dans cette cabane-là, j'ai regardé les morts entassés, je me suis dit, tu sais quoi, j'avais la nausée, je me suis dit, c'est pas pour moi. Fait que c'est là que j'ai pris la décision vraiment de quitter. Et de revenir ici. Et de revenir ici, exactement. Puis là, ben c'est ça, en revenant ici, bon, c'est sûr qu'il y a la déception de ma mère, la déception de mon père. Mais, tu sais, je voulais vraiment prendre le temps de voir vraiment. Tu sais, pour la première fois, là, je m'étais dit, là, j'avais 22 ans. À l'époque, c'est de voir qu'est-ce que je veux réellement faire. Fait que là, écoute, je me souviens, à un moment donné, je m'en vais. Ben, je reviens, fait qu'il faut que je me trouve un emploi. Fait que je prends le métro, je croise un de mes amis. Un ami, on avait été au cégep ensemble. Puis il me dit, écoute, tu sais, je lui dis, je cherche un emploi, pour ne pas rester à la maison à rien faire. Puis il me dit, ben écoute, où je travaille, il cherche des gens, tu sais, il travaillait à la banque TD, au service de la clientèle, donc, tu sais, carte de crédit Visa à l'époque. Fait que j'ai dit, ben écoute, oui, s'il y a un intérêt, puis s'il cherche des gens, pourquoi pas. Fait que là, je lui envoie mon CV, il donne mon CV à son patron, puis j'ai rencontré, un mardi, le jeudi, j'avais une entrevue. Puis le lundi, je commençais. Fait que je commençais à la banque TD. Puis écoute, c'était vraiment un service à la clientèle. C'est vraiment servir les clients. Fait que, mais là, je me suis rendu compte, en regardant, je regardais les chiffres. Fait que là, puis j'ai toujours été parmi les meilleurs de ma classe en mathématiques. Fait que j'ai dit, OK, il y a peut-être quelque chose là, il y a l'intérêt. Là, je me suis dit, OK, tu sais quoi, j'aime bien l'environnement à la banque TD. J'ai dit, ben écoute, laisse-moi prendre des cours comme étudiant libre au HEC. Juste pour voir, des cours vraiment, le premier cours que j'avais pris, c'était un cours, premier cours de comptabilité, vraiment de base. J'avais pris un cours sur le problème financier des PME, puis j'avais un cours en finance. Donc, juste pour voir un peu, si j'aimais ça. J'ai pris ces 3 premiers cours-là. Puis, je dois dire que, le cours de comptabilité, vraiment, ça, c'est venu me chercher. Adoré, vraiment ça, j'ai vraiment adoré. Puis aussi, j'avais quelqu'un dans ma classe qui, lui, était dans un processus où était dans une course qu'on appelait une course au stage à l'époque. Donc, c'est une course au stage. Lui, il faisait ses études pour devenir CA à l'époque, CPA aujourd'hui. Puis je l'observais, puis je regardais un peu la dynamique, je regardais aussi les gros cabinets, ils faisaient les courses, ce qu'on appelait la course au stage, les entrevues et tout, puis il m'en parlait tout le temps, fait que je disais, écoute, ça m'a l'air super intéressant. Fait que c'est là que je me suis dit, bon, tu sais quoi, j'aime la comptabilité, on va se lancer. J'aime les chiffres, laisse-moi me lancer dans des études comptables. OK. Fait que on est quoi, on a 22 ans là?
Ouais, à 22 ans, exactement. Fait que ça, laisse-moi me lancer dans des études comptables. Puis écoute, j'ai commencé avec des cours comme étudiant libre. Par la suite, je suis rentré dans le bac. Et après ça, ben écoute, 4 ans plus tard, parce qu'il y a aussi une année supplémentaire, parce qu'on fait un DESS, je termine mes études, je fais mon examen de comptable, puis je deviens CA à l'époque. Puis écoute, quand que j'ai terminé mes études, tu sais, j'avais déjà trouvé un stage en cabinet. Je travaillais en cabinet chez Deloitte et Touche. Donc, j'adorais, tu sais, servir les clients. Tu sais, aussi, mais aussi la dynamique, tu sais, avec les associés. Avec, tu sais, vraiment, je tentais de faire une différence, tu sais, pour les entreprises qu'on servait. Donc, cet amour-là d'aider les entreprises vient de là, alors, au départ. Exactement, c'est vraiment là, vraiment. C'est vraiment, tu sais, quand tu analyses les chiffres, tu vois, OK, mais voilà, tel chiffre me dit que tu devrais prendre telle décision. Fait que c'est vraiment ça. Fait que dans le fond, je devenais un médecin différent. Ouais, un docteur des chiffres. D'entreprise. Exactement, un médecin d'entreprise. Fait que c'est ça. Fait que je travaillais chez Deloitte, donc j'ai une super belle carrière. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Par la suite, tu sais, je savais que je me dirigeais vers l'entrepreneuriat. Donc, c'était une chose de servir puis d'aider les entrepreneurs, mais je savais que dans mon fort intérieur, c'est vraiment ça que je voulais faire, c'est de devenir entrepreneur. Puis écoute, j'ai terminé chez Deloitte, mais je me disais que je n'avais pas suffisamment l'expérience pour me lancer tout de suite. Fait que je voulais voir un peu comment que ça se passait de l'autre côté. Parce que quand on travaille en cabinet, on sert des entreprises. J'ai fait deux secteurs, si on veut, chez Deloitte, du côté secteur public puis secteur privé. Privé, la PME, petite entreprise. La dynamique est complètement différente, j'imagine. C'est ça, exactement. Fait que je voulais voir l'expérience du côté entreprise publique. Donc, c'est pour ça que j'ai été travailler par la suite chez Bombardier, pour avoir cette compréhension, cette connaissance-là. Puis, une fois que j'ai terminé, dans le fond, j'ai été chercher ce que j'avais besoin d'aller chercher chez Bombardier. J'ai décidé d'accepter un poste au Réseau des sports. Le Réseau des sports, c'est considéré comme c'est une entreprise donc je m'occupais des... Et je pense que tu es un sportif à la base aussi également, donc ça venait chercher... Exactement, puis j'aimais beaucoup à l'époque, j'étais un fanatique. Il y avait Chantal Macabé, il y avait tous les gens qu'on voyait à l'époque. Qu'on voit toujours encore aujourd'hui. Qu'on voit toujours, exactement, qu'on voit encore aujourd'hui. Fait que, tu sais, de baigner cet environnement-là, puis j'étais en charge des finances de RDS. Fait que je me suis dit, c'était une expérience qui était superbe, encore une fois. Puis là, une fois que j'ai terminé, j'ai pris l'expérience que j'avais besoin au Réseau des sports. Là, j'ai dit, OK, ben là, je suis prêt à partir en entrepreneuriat. Fait que j'ai décidé, compte tenu que je suis CPA, j'ai parti ma boîte en comptabilité et services juridiques à l'époque. Puis écoute, ça c'était en 2009. Puis écoute, en 2009, c'est une entreprise de service, mais c'est de l'entrepreneuriat. Non seulement, tu sais, le volet aider des entreprises, j'ai commencé, tu sais, j'ai fait vraiment de façon très poussée quand que j'ai ouvert ma boîte, mais également moi-même, j'étais un entrepreneur, donc je gérais une boîte comptable, donc j'étais vraiment dans les deux souliers. Dans les deux souliers, exactement. Puis écoute, honnêtement, c'est là vraiment que j'ai, comme on dit en bon québécois, j'ai trippé. Tu sais, de vraiment servir, puis tu sais, de comprendre, tu sais, les différents entreprises. J'avais des entreprises, des clients de différents secteurs. Les différents patterns des entrepreneurs aussi également. Oui, exactement. Puis c'est là que je comprenais un peu. Puis moi, je regardais comment je peux adapter moi ma propre pratique en fonction de ce que j'apprenais puis que je voyais, en fonction aussi de mes connaissances comptables. Donc j'étais vraiment dans le bain. Par contre, ma boîte a connu une croissance fulgurante. Puis très rapidement, je me suis retrouvé boîte comptable à la maison. Puis par la suite, je suis arrivé à un stade où j'avais 112 clients corporatifs, plus de 1000 clients en impôts, particuliers, travail autonome. Donc, la croissance a été fulgurante. Puis ça peut être un problème, les gens ne le savent pas, mais ça peut être un problème en soi aussi, quand tu n'es pas nécessairement prêt lorsqu'il va y avoir une croissance comme ça. Et puis ça vient vite parce qu'en même temps, tu vois le client, donc tu vois l'argent, mais tu ne peux pas le desservir. Et puis, il y a une limite au fake it till you make it, là, si on peut dire ça comme ça. Exactement. Fait que, écoute, la croissance a été quand même rapide, puis ce qui devait arriver arriva. J'ai fait un premier épuisement professionnel. OK. Donc, j'ai fait un épuisement professionnel. Puis j'ai un premier parce que j'en ai fait 2 au total. Puis écoute, le premier épuisement, tu sais, j'ai beaucoup appris. Puis l'idée, c'est quoi? Bon, on récupère. Puis là, c'est d'adapter, si on veut, comment que le service... tu sais, on dit qu'on apprend de ses erreurs. Ouais. Peut-être cette façon d'apprendre a été quand même forte, là, mais je te dirais que... Son gain, son apprend. Exactement. Fait que j'ai appris un gros morceau. Fait que ce que j'ai fait, dans le fond, j'ai récupéré, puis là, j'ai commencé à avoir plus de staff pour pouvoir aider, pour pouvoir servir les clients et tout.
Fait que là, ça on parle de 2011, là, 2011, 2012. Puis par la suite, mais écoute, j'ai eu pignon sur rue dans le quartier Griffintown au centre-ville. Donc ça allait bien, la pratique allait bien. J'avais aussi parti avec ma conjointe et sa partenaire de l'époque, une entreprise, une garderie chocolaterie à l'époque. Puis j'avais pris des bureaux à l'intérieur. Fait que à un moment donné, tu vois, le fondateur du groupe 3737, c'est quelqu'un que je connais, que j'ai rencontré au cégep, dans 37 LMI, quelqu'un que j'ai rencontré au cégep. Puis à l'époque, au cégep, je le connaissais d'un côté plus social. Je me souviens, je sais pas si ben, tu le connais. Ouais, comme on dit, un bon chiller. Un bon chiller, tu le voyais avec ses dreads, tu voyais, c'était comme, on se connaissait du côté social. Par contre, quand j'ai commencé ma pratique, tout de suite, il m'a fait confiance, puis il m'a demandé de m'occuper de ces choses, de ces entreprises de l'époque. Puis j'ai appris à connaître, oui, il y avait le chiller, mais il y avait l'homme d'affaires, l'exécutif, à l'époque, il était CTO d'une grande firme, Future Electronics à l'époque. Puis j'ai appris à le découvrir. Fait qu'écoute, fast forward, 2013, donc lui, le fondateur, donc il décide d'acheter, si on veut, un étage au 3737 Crémazie. Puis l'idée à la base, c'était quoi? C'était de rassembler des entrepreneurs pour qu'ils puissent travailler ensemble, synergiser ensemble. Il m'a demandé en tant que comptable, est-ce que ça m'intéressait de venir m'installer là. Donc là, je partais de centre-ville Griffintown pour venir dans le quartier Saint-Michel. Fait que moi, étant un petit gars de Montréal-Nord, de l'autre côté, je me disais, OK, écoute, c'est quoi? Oui, belle initiative. C'est bien. C'est sûr qu'au début, j'avais un peu peur. On ne savait pas trop dans quoi on s'embarquait. Mais par la suite, c'est de voir que, tu vois, au début, il y avait à peu près une trentaine d'entrepreneurs qui ont accepté d'être dans l'écosystème. Puis écoute, tout de suite, en arrivant là, je devenais le comptable de tout le monde. Fait que, ça donne intéressant de certaine manière. Fait que là, ça fait que ça crée une belle croissance encore pour ma boîte. Puis aussi, j'ai pu développer aussi de la clientèle dans l'Est. Donc là, encore une fois, là, la boîte a fait comme ça. Là. Puis rapidement, j'étais arrivé à une situation que oui, j'avais du staff, mais encore pas suffisamment de staff. Puis tu sais, tu es entrepreneur toi-même, tu sais, quand tu es dans le service client, quand tu es dans le vraiment l'aide, tu as des gens, tu sais, la comptabilité, tu vois, les clients vraiment. Puis il y en a souvent que, écoute, je vais imager, là, mais il y en a qui se disent qu'ils ne peuvent pas aller aux toilettes sans leur comptable. Fait que souvent, tu sais, ça crée une relation qui peut être... on ne sait pas quand s'arrêter, d'une certaine manière. Exactement. Mais surtout si tu veux bien faire les choses. Exactement. Mais c'est à moi aussi, en tant que professionnel, de pouvoir mettre les limites. Mais tu sais, dans mon désir de toujours vouloir aider, à l'époque, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de difficultés à dire non, puis toujours vouloir aider. Fait que là, tu sais, je répondais, même c'était le vendredi soir, le samedi. Tu sais, c'était non-stop. À un moment donné, ça c'était en 2015, ma femme et mes enfants s'en vont en croisière dans le sud. Puis écoute, je pars en croisière dans le sud avec mon laptop. Puis j'ai passé, je pense, c'était une croisière de 7 jours. Je pense que j'ai passé 3 jours complets à travailler. OK. Puis c'est là que, tu sais, quand tu sens ton corps, ton système, c'est là que, je me suis dit, ça faisait plus de sens de travailler autant. Puis 2, tu sais, je sentais mon corps, là, je commençais vraiment à être fatigué. Fait que je reviens de la croisière. Le lundi, je me lève pour aller au bureau, j'arrive pas. Je suis tellement épuisé, j'arrive pas. Je me lève, je tombe. Fait que là, tu sais, je me pose des questions, je dis, OK, tu sais quoi? Qu'est-ce que j'ai? Je sens une fatigue extrême. Fait que là, je commence à aller voir les médecins, tout. Personne n'arrive à diagnostiquer qu'est-ce que j'ai. Tu sais, les prises de sang, comme ça. Puis c'est là, finalement, je pense, 1 mois et demi plus tard, mon médecin de famille me dit, écoute, tu fais un autre épuisement professionnel. Fait qu'écoute, tu sais, la bonne nouvelle, c'est que oui, on a connu une belle croissance, une croissance fulgurante. Mais tu sais, il faut toujours pouvoir gérer la croissance. Certainement. C'est un élément qui était important. Puis encore une fois, j'ai appris. Je pensais avoir appris de comment bien gérer la croissance, mais je pense que je n'avais pas appris à gérer une croissance fulgurante. Fait que,
Fait que j'ai appris encore une fois, mais de la dure façon. Fait que, écoute, un deuxième épuisement. Donc là vraiment, tu sais, on prend le temps. Tu sais, au moins, ce qui est bien, c'est que j'avais une bonne équipe. On était une équipe de 8 plus 3 sous-traitants. Donc ça allait. Le seul peut-être problème, c'était que j'étais le seul comptable du groupe CPA. Donc tout passait par toi. Exactement, tout passait par moi, mais on a pu quand même s'organiser. Tu vois, fait que, écoute, j'ai récupéré, je suis revenu. Par contre, je me disais, tu sais, je pense que j'aime servir les clients, tu sais, j'aime aider les entreprises, mais je pense qu'il y a une autre façon de pouvoir les aider, puis pouvoir aider à plus grande échelle. C'était ça mon idée, mon but, c'est vraiment aider des entrepreneurs à plus grande échelle. Fait que j'ai pris la décision en octobre 2016 de vendre ma boîte. OK, donc de vendre ma boîte et de regarder, parce que je suis un entrepreneur dans l'âme, de regarder un peu tu sais, quel autre type de projet, dans quel autre type de projet que je peux me lancer. Donc, je me suis lancé dans 2 entreprises, donc une en immobilier, puis une en financement. Donc, ça a super bien été, puis ça continue de rouler maintenant. Puis écoute, ça m'a fait voir vraiment, tu sais, que quand tu parles de financement, tu sais, tu vois que tu peux aider les entrepreneurs à différents niveaux, puis de différentes façons. Fait que c'est là que je me suis dit, bon, écoute, j'ai ces 2 entreprises-là présentement. Au niveau du groupe 3737, Franz m'a demandé si je pouvais venir pour peut-être aider dans la structuration de l'écosystème, parce que c'est sûr que le groupe 3737, tu sais, l'écosystème qui a été créé, c'est aussi avait connu une croissance. Puis une croissance qu'il fallait gérer. Fait que là, l'idée, c'était quoi? C'est que je vienne aider justement à gérer cette croissance-là. Ce que j'ai fait, donc c'est en 2017. Puis écoute, après que le travail, si on veut, de stabilisation puis de mise en place a été fait, dans le fond, France me demande, est-ce que ça t'intéresse, Edgar, de t'occuper de la direction générale du groupe 3737? Ce que j'ai accepté, mais je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Écoute, ça a été... mais honnêtement, aujourd'hui encore, je trouve que c'est une superbe expérience. Et l'apprentissage, tu sais, quand on dit qu'on apprend, la vie est un continuel apprentissage. Certainement. Et je te dirais que le groupe 3737, c'est au départ, c'est sûr que je trouvais que c'était le véhicule que je recherchais, je pense, pour pouvoir aider les entrepreneurs issus de la diversité communauté noire à plus grande échelle. Peut-être de manière plus macro, qui te protège aussi d'une certaine manière. Que micro à être un par un, des fois le fait de justement de voir le bigger picture, comme on dit, te permettait d'aider plus et d'être plus optimal versus ce que tu avais connu d'une certaine manière. Exactement, tu as tout à fait raison. Fait que c'est ça. Fait comme je te dis, il y a toujours, tu sais, mon but, ce que j'aime, c'est beaucoup aider. L'entrepreneuriat, là, c'est ma vie. C'est d'aider d'autres entrepreneurs et moi-même de développer des projets entrepreneuriaux. Donc c'est ça. Donc, écoute, tu sais, le départ, pour te mettre en contexte, tu sais, le groupe 3737 a commencé de façon très informelle. Donc, l'idée, c'était vraiment d'arriver à une phase où on structure une organisation d'accompagnement entrepreneurial. Donc, mon rôle, c'est vraiment de mettre en place cette structure d'accompagnement entrepreneurial et également de pérenniser l'organisation. Quand on dit pérenniser l'organisation, c'est vraiment d'aller chercher des ressources d'accompagnement entrepreneurial, donc des ressources financières et des ressources aussi humaines. Donc, c'était ça le défi. Encore une fois, tu es dans une aventure comme ça, mais tu te dis, ça va être facile. Pas facile dans la vie, mais ça ne doit pas être trop... C'est pire. C'est pire, mais ça a été toute une aventure. Je dirais que la construction d'un organisme comme ça, surtout au début, c'était très... je faisais beaucoup, on dit en anglais, de roaring, donc le gros du travail de construction, dans le fond, je relevais de moi. Et on était officiellement, écoute, j'étais au départ tout seul, mais la semaine, je pense, 1 mois après, j'ai embauché une coordonnatrice. Puis à partir de là, vraiment, on a ensemble mis en place, exécuter, si on veut, et mettre en place la vision. Des cofondateurs, je dis fondateurs, mais c'est cofondateurs, donc c'est Franz et sa conjointe, donc les deux, qui ont... Fait que c'est ça. Fait que moi, mon rôle, c'est vraiment, de formaliser et de mettre en place la vision et de pérenniser l'organisme que je suis en train de faire. Bon, d'un, c'est super
je veux dire, non seulement c'est une super initiative, c'est un projet qui était audacieux. Donc, je salue Franck, je salue Vicky aussi d'avoir été audacieux. Je salue toi d'être entré dans ce projet-là. Et d'autant plus, je trouve que c'est un projet qui a extrêmement de potentiel et que je pense que même si c'est connu, c'est encore méconnu d'une certaine manière. Mais là on fait un peu fast-forward avec la vie qu'on a aujourd'hui. Moi, personnellement, je suis un entrepreneur, un peu comme toi. Il a fallu que j'aille ces discussions-là avec mon père pour lui faire comprendre, contrairement à toi, non, je ne veux pas être comptable. J'ai d'autres qualités. Mais là, il y a la situation pandémique qui a amené son lot de mauvaises nouvelles, mais de bonnes choses aussi. Dans l'optique du projet qu'on a parlé en début d'entrevue, d'aller chercher des fonds pour pouvoir aider les communautés noires. De manière honnête, est-ce que tu crois que la situation du Black Lives Matter, de ce qui se passe, a aidé je veux pas nécessairement prêter de mauvaise intention au gouvernement, mais a aidé à faire comprendre que, OK, il y a une exposition et il y a un lien à faire avec le côté entrepreneurial, le côté des finances, parce que, bon, tout ça. Est-ce que tu crois que cette situation-là, justement, a aidé le fait de tes démarches, justement, au point de vue fédéral, pour l'obtention de la subvention qui va être donnée aux communautés noires? Écoute, il faut se rappeler qu'il y a deux opportunités de financement pour les communautés noires. Donc, il y a une portion qui est plus liée à un appui communautaire, donc pour venir aider des organismes à but non lucratif. Donc, c'est un investissement de 25 millions qui a été fait par le gouvernement fédéral, plus précisément le Emploi et Développement social Canada. Donc, c'est 25 millions à l'échelle du pays. Puis c'est une initiative, dans le fond, qui a été annoncée en septembre 2019, qui avait été réfléchie même avant. OK. Donc, le groupe 3737, on est rentré dans un processus d'analyse. On a été en bon créole, on dit fourbi. Là. On nous a analysé de fond en comble. Puis, écoute, on a été sélectionné comme étant un des organismes intermédiaires pour pouvoir distribuer une partie de ces investissements aux organisations qui desservent les communautés noires. Nous, on va s'occuper, si on veut, de l'initiative au niveau du Québec. Donc, on est l'organisation intermédiaire qui va distribuer non seulement les fonds, mais également qui va offrir un support en coaching, mentorat et soutien d'experts. Okay? Donc, ça, c'est une initiative qui date d'avant la pandémie, qui a été confirmée le 16 mai dernier pendant la pandémie, mais c'était quelque chose qui était déjà en branle depuis longtemps. Exactement. Fait que je dirais, du côté fédéral, la conscientisation par rapport spécifiquement aux communautés noires, elle est présente. Parce que il y a eu un premier engagement qui date d'avant la pandémie. Maintenant, pour répondre plus précisément à ta question, c'est sûr que les événements, George Floyd, le Black Lives Matter, c'est sûr que, on ne va pas se mentir, ont accéléré certaines choses, mais par contre, puis ont aidé aussi à avoir cette plus grande prise de conscience. Mais je te dirais que ce que ça a fait, c'est que ça a accéléré. Je pense que ce qui se passe présentement devait arriver. Allait arriver. C'est juste que ça va arriver peut-être avec un peu plus de temps, je veux dire. Mais je pense que oui, pour répondre à ta question, je pense que ça a été un processus qui a accéléré les choses. Puis c'était bien parce que, tu sais, au niveau conscientisation, de voir qu'il y a des enjeux relativement, si on parle des communautés noires, il y a des choses précises à faire pour pouvoir les aider. Écoute, je pense que c'était important aussi de notre côté de capitaliser là-dessus. C'est sûr que c'est un événement malheureux. On s'entend là avec George Floyd. Mais évidemment, dans chaque situation, il y a quand même des opportunités à prendre. Donc, capitaliser était probablement la chose à faire dans une situation qui était comme ça. C'est ça. Mais je dirais capitaliser pour être sûr que ça ne se reproduise plus jamais. Certainement. C'est ça l'objectif. Certainement. Fait que oui. Fait que là, dans le fond, tu vois, pandémie arrive. Comme je disais tout à l'heure, on travaille, gouvernement, à raison de 1 à 2 rencontres par semaine. Puis on aide à mettre en place la structure, si on veut, qui a été annoncée le 9 septembre dernier. Donc, mais c'est pas, je dirais que c'est un travail, oui, le groupe 3737 a été l'instigateur, mais n'a pas fait ce travail-là tout seul. Tu sais, on est en cours de route, c'était important de travailler avec des organisations, non seulement ici au Québec, mais aussi au niveau du Canada, qui servent spécifiquement les communautés noires du Canada. Donc, c'était important de travailler de concert pour être sûr que
l'engagement du gouvernement se fasse au niveau canadien, puis aider les communautés noires. On est quand même 1,2 million au Canada, qui représente à peu près 3,5% de la population canadienne. Donc, c'est important de pouvoir avoir des choses pour les aider concrètement, rapidement et spécifiquement. Et puis, dans le groupe, le fait de travailler dans le groupe 37-37, puis de pouvoir aider, ben, on a toujours, je pense que il y a toujours une situation du fait dans les communautés noires qui a souvent un enjeu, puis des discussions par rapport à aider sa communauté, de s'aider entre nous et quoi que ce soit. Et vraisemblablement, d'un, on parle de la communauté noire alors qu'on devrait parler des communautés noires, ça c'est la première chose. Et de deux, ben, je pense que la définition d'aider une entreprise, elle est un peu diffuse, peut-être par rapport à historiquement, culturellement, et comment on doit vraiment aider une entreprise aujourd'hui. Quels sont les côtés, parce que oui, le travail est gratifiant, mais malheureusement, dans des travails qui sont gratifiants comme ça vient avec le revers de la pièce aussi souvent. Quels sont les côtés les plus durs, des fois, à accepter ou à faire face dans un poste comme le tien? Les côtés les plus durs. Écoute, il y en a quelques-uns. C'est sûr que, tu sais, quand on fait le travail qu'on fait, on se concentre, ça part de aider, ok? Puis ça part d'aider les communautés, ok? Fait que l'idée, c'est vraiment de focus à aider le plus possible concrètement et sur le terrain les entrepreneurs issus de la diversité, issus des communautés noires. Donc, ça part de là, quoi. Mm-hmm. Tout le reste qu'il y a autour, l'idée, c'est, faut, je pense, faire, dans la mesure du possible, faire abstraction. Fait que je te dirais que l'élément peut-être qui a été un peu plus dur, je te dirais, c'est le fait que, si on fait ce travail-là pour aider les communautés noires, pour aider, dans le fond, nos frères et sœurs, mais souvent, tu entends des choses, des commentaires qui prônent à la division. Okay? Certainement. Et je te dirais que, puis je te dirais que c'est plus sur une note personnelle, parce que tu sais, c'est quand même, pour être bien honnête, le travail qu'on fait au groupe 3737, puis ceux que ce soit l'équipe de gestion, que ce soit les cofondateurs, que ce soit, il y a quand même un sacrifice qui vient derrière. Certainement. C'est vraiment un sacrifice personnel qui vient derrière ça. Puis quand on fait tout ce travail-là pour vraiment à la fin de la journée vouloir aider, puis souvent tu entends des choses divisives, des choses négatives, des fois ça sans nécessairement te dire, ça vient te remettre en question, mais ça vient faire en sorte de te poser certaines questions. C'est de voir, mais qu'est-ce que de notre côté on peut faire pour aider à vraiment faire en sorte de faire bien comprendre qu'à la fin de la journée, le travail qu'on fait, puis on parle du groupe 3737, mais il y a beaucoup d'organisations qui servent les communautés noires. Certainement. Donc le travail qu'on fait, l'idée c'est quoi? C'est de faire un travail qui est synergique. L'idée c'est de venir travailler ensemble. Le groupe 3737, on a une expertise au niveau du développement d'entreprise, au niveau du développement organisationnel. Je dirais que, si je parle du Québec, il n'y en a pas énormément qui sont axés sur le développement d'entreprise et communauté noire. Certainement. Okay? Certainement. Fait qu'on a cette expertise-là. Par contre, on n'a pas l'expertise, si on veut, communautaire, dans le sens que, tu sais, il y avait des initiatives pendant la pandémie, au mois de mai et avril, de venir distribuer, tu sais, de la nourriture aux gens dans le besoin. Okay? Donc ça, tu sais, je te dirais, écoute, ça c'est quelque chose qui est essentiel, mais est-ce que le groupe 3737, on a l'expertise de s'occuper de la logistique, de faire ça? Tu as des organisateurs de terrain qui font ça depuis tellement d'années, qui sont très bonnes. Elles ont cette expertise-là. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de venir synergiser avec les organisations, de travailler ensemble, tu sais comment je veux dire, d'arrêter ces éléments divisifs, puis vraiment travailler, puis de collaborer de façon synergique. L'initiative d'appui aux communautés noires, pour venir en support d'OBNL, nous, le groupe 3737, ce qu'on fait, c'est qu'on vient apporter cette expertise de développement organisationnel, développement d'entreprise. Ouais. Maintenant, au niveau du service communautaire, l'idée, c'est de travailler avec
aider à développer des organisations qui donnent ce service communautaire. Tout à fait. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose, je trouve, une initiative qui est excessivement synergique. Au fond, vous vous concentrez sur vos forces. C'est Exactement. la bonne chose à faire. Exactement. L'entrepreneuriat, c'est notre force. Fait que là, l'initiative d'appui communautaire noire, c'est un élément. Donc, l'idée, c'est travailler avec les organisations, les aider dans le développement. Une aide financière et une aide en coaching, mentorat et expertise. L'autre aspect, donc l'autre initiative, qui est l'initiative pour les entrepreneurs des communautés noires, encore une fois, notre expertise, c'est l'accompagnement entrepreneurial. Ouais, certainement. Et c'est de venir travailler à développer des entreprises et des organisations pour qu'ils puissent développer une offre de service qui va pouvoir, à la fin de la journée, avoir un impact, si on veut, dans la société, un impact dans les collectivités. Donc c'est ça vraiment là qu'on cherche à faire. Je dirais, la partie la plus dure, c'est justement de rester positif puis de s'assurer de rassembler. On a travaillé vraiment à rassembler. Donc je dis, l'initiative d'appui pour les entrepreneurs noirs, on n'a pas eu la prétention de dire qu'on va faire ce travail-là tout seul à travers le Canada. Certainement. On a dit, tu sais quoi, on va travailler avec des organisations qui ont cette expertise de terrain. Une organisation qui est en Nouvelle-Écosse, il y a une organisation qui est en Ontario, une autre qui est dans l'Ouest canadien. Puis ici au Québec, ben, écoute, si je peux me permettre peut-être 30 secondes, il y a un enjeu au Québec au niveau des communautés noires, dans le sens qu'il y a des communautés noires francophones et des communautés noires anglophones. Et malheureusement, les communautés noires anglophones sont en minorité, on s'entend, ici au Québec. Puis c'est cet élément ce sentiment de l'exclusion. Ils ont un sentiment d'exclusion exactement de minorité. Donc, le travail qu'on fait, c'est qu'on le fait pour les communautés noires. Tout à fait. Il faut que toutes les communautés noires puissent être plus fortes et bénéficier, dans le fond, des différentes initiatives. Donc, c'est important pour nous de travailler avec une organisation qui est phare du côté de la communauté noire anglophone pour pouvoir être sûr que le service aux communautés noires au Québec soit complet. Donc, à cet effet, on a établi un partenariat avec une organisation qui s'appelle l'Association des Noirs, l'Association de la communauté noire de Côte-des-Neiges, qui, justement, a cette concentration communauté noire anglophone à travers... c'est Montréal, mais à travers le Québec. Ça s'en est pour le Québec. Louisino et moi, on va donner la carte Doudou, parce qu'évidemment, on va devoir te réinviter, parce que j'ai bien aimé l'ouverture, parce que je pense que le fait d'avoir dit l'épuisement professionnel, c'est quelque chose qu'on n'en parle pas vraiment, d'autant plus on n'en parle pas de manière globale au niveau global, mais même au niveau de la communauté, c'est inexistant. Moi, je suis porte-parole de l'Alphabem qui aide les familles et les proches des gens qui sont atteints de santé mentale. Pas pour dire que c'est la même chose, mais c'est juste pour dire que j'ai trouvé la pertinence de pouvoir en parler et je pense que c'est important de montrer à quel point on peut être humain. Donc, vraiment, j'apprécie et honnêtement, je pense que c'est important de dire à quel point que vous faites un travail qui est non seulement qui peut être très ingrat, mais je sais que toutes les énergies sont pour vraiment aider. Et malheureusement, on ne peut jamais faire l'unanimité, mais je vois vraiment que c'est une organisation qui veut faire en sorte de réellement développer l'indépendance et l'économie des gens issus des communautés noires, qui est une cause très très noble. Donc, félicitations pour tout le travail que vous faites. Ça m'apporte à deux questions. Parce que je sais qu'on va devoir, parce qu'on va te réinviter, c'est sûr, on n'a pas le choix. Tu as reçu la carte Doudou. Ça fait plaisir. J'aime bien faire cette question-là, reprendre la machine on a reparqué la machine à passer dans le temps, là. Donc, on la reprend Back to the Future une deuxième fois. Et je t'amène au moment en Haïti, avant que tu ailles dans cette cabane morbide, devrais-je dire, là. Si on devait arriver à ce moment-là, et je te dis, OK, Edgar, tu as une phrase. Avant là qu'il passe, tu as une phrase à dire à ce Edgar-là. Là. Tu lui dirais quoi? Écoute-toi. Écoute-toi, car c'est ta vie à toi, c'est à toi de la vivre. Tu ne dois pas la vivre pour les autres. C'est ce que je lui dirais. Super, honnêtement.
vraiment, ça a été dit de manière romancière, mais c'était naturel. Hein? C'est pas arrangé avec les gars des vues. Et si on devait justement prendre le temps et faire un petit fast-forward de maintenant jusqu'à 10 ans, dans 10 ans, Louis Edgar, il est où et dans quel projet et comment va-t-il? Écoute, mais aujourd'hui, je vais très bien, mais dans 10 ans, je vais aller encore mieux. OK. Dans 10 ans, je me vois à la tête d'un fonds d'investissement. Oui. OK. Je me vois aider des entrepreneurs en termes de financement OK. et de continuer le travail de développement économique et conséquemment de développement social par l'entremise de, si on veut, mon propre véhicule qui serait le fonds d'investissement. Et être heureux. Et être heureux. Ça commence par là. Oui, ça commence par là. Exactement. Louis Edgar, merci énormément pour tout ce que tu fais. Vraiment, c'est un superbe échange et je pense que vous faites un travail qui est tellement important, qui est tellement, je dirais pas minimisé, mais je pense pas qu'on prend exactement la pertinence et l'importance du travail qui est fait en amont. Mais merci de faire ce que vous faites. Mais merci de faire toi ce que tu fais, parce que c'est toi personnellement, et de mener cette équipe-là à faire ce que vous faites actuellement. Extraordinaire. Merci énormément, Kenol. Puis, Kenol, je t'appelle Kenol. Oui, il n'y a pas de souci. Alexandre, Kenol, il n'y a pas de souci. C'est ça, exactement. Parce qu'à l'époque, j'avais un ami qui s'appelait justement Kenol. Ouais, je le connais bien. J'étais sous sa tutelle jusqu'à temps qu'ils ont vu que Kenol, lui, c'est un autre genre de Kenol. Exactement. Fait qu'Alexandre, écoute, merci beaucoup. C'est un plaisir vraiment d'être là. Puis écoute, j'attends la deuxième invitation. Merci beaucoup. On suit Louis Edgar sur tous les réseaux sociaux et on lui donne la force pour continuer avec le groupe 3737, mais aussi pour le fonds qui s'en vient, qui va venir vous, nous, aider tout le monde. Donc, on se revoit. L'émission Comment dirais-je est fière de compter parmi ses partenaires le Domaine La France. De la terre à la bouteille.